Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous présenter cette interview qui marquera du coup la première interview de ce podcast Bien dans mon business. J'ai interviewé la semaine dernière Mario Ricardo sur le thème de la vente car il est coach en vente et nous avons parlé justement de la vente pour ceux qui ne sont pas vendeurs. Alors c'est un épisode où on a beaucoup axé notre discours sur le mindset, justement l'état d'esprit, le rapport à la vente. Et je ne vais pas vous en dire plus car je vous laisse découvrir l'épisode. L'interview a été exceptionnellement un petit peu plus longue que prévu, mais franchement, vous allez voir, c'est des pépites. Véritablement, c'est de vraies pépites qui vont, je pense, vous permettre de prendre conscience de plein de choses et surtout de dépasser certains blocages si aujourd'hui vous avez du mal à vendre. Vous êtes prêts ? C'est parti! Bon bah bonjour Mario, du coup. Bonjour Pauline. C'est pas comme si on avait pris quelques minutes pour déjà se parler juste avant. Alors aujourd'hui, donc j'accueille Mario. Merci d'être là. Merci à toi. Je suis ravie en tout cas de pouvoir t'avoir avec moi en live. C'est juste génial. C'est vrai que tu m'as tellement aidée quand j'ai démarré que ça me paraissait tout à fait normal de t'inviter en tout premier. C'est gentil, avec plaisir. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de vente puisque Mario est coach en vente, en force de vente. Alors si ça ne te gêne pas, je vais te présenter moi-même et puis tu pourras compléter À ton aise. avec des infos. Alors j'ai découvert du coup certaines choses sur toi que je ne savais pas en faisant mes petites recherches, donc c'est intéressant. J'espère que je suis au courant quand même aussi. Je suis tout Donc, affouillé, quoi. Incroyable, ok. c'est ça. Donc c'est vrai que tu as démarré ta carrière en vente en 2001. Donc Ouais. quand même pas mal de temps maintenant, ça va faire 20 ans. C'était un job d'étudiant à la base. Ouais, Un job d'étudiant. là, c'est impressionnant. Moi 2001, tu vois, j'avais 4 ans. Ok. Si tu regardes bien, j'ai quelques cheveux blancs qui apparaissent ici. Comme ça, moi, tu sais tout. Et du coup, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, dans le développement et le coaching d'équipes de vente en 2011, si j'ai bien noté. Ouais. Ouais, Et tout à fait, ouais. après, tu t'es lancé dans le digital avec le e-commerce en 2017. Ok, mais ok, il faudra que tu me donnes. Ok, où est-ce que tu as trouvé tous ces détails? Qu'est-ce qui fuite sur Internet là, sur moi? Ok, intéressant, bravo. Et du coup, Ouais, aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs ambitieux à justement maîtriser leur prospection et en étant tout à fait alignés avec eux-mêmes pour leur permettre du coup de signer plus de clients. C'est bien ça? tout à fait, Et tout à depuis fait. C'est 2019, ça. du coup, tu as ton agence. Oui. Voilà. Ouais, mon agence qui finalement, c'est pas le truc que je mets le plus en avant parce que ça s'est fait vraiment naturellement à travers un événement à Paris où des entrepreneurs que je connaissais à travers les réseaux, mais là, cet événement a fait qu'on a pu se rencontrer, venaient avec des problèmes de vente et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus euh, efficace à aider ces personnes-là dans la vente et c'est ainsi que c'est venu parce qu'on m'a demandé qu'il y a eu du résultat, qu'il y a eu des beaux succès et que naturellement, j'en suis venu à me concentrer sur les entrepreneurs, à développer des offres effectivement pour eux, pour les aider à vendre plus, oui. C'est super intéressant, ouais. C'est top. Et c'est vrai que tu as toujours plus ou moins baigné du coup dans l'univers de la vente et du commerce du coup ou pas forcément? Alors, il y en a beaucoup qui ont leurs parents entrepreneurs ou ils ont bercé dans la vente parce qu'ils travaillaient dans le commerce de leur papa. Moi, pas du tout. Mon père était agent de sécurité, ma mère au foyer ou au nettoyage, donc rien de spécial. Je viens plutôt même d'un milieu relativement humble, même très humble, parce que mes premières expériences professionnelles, c'était plutôt à 14 ans.
en restaurant. Alors oui, certains pourraient dire que ça m'a peut-être permis d'apprendre à communiquer, tu sais, quand tu es serveur, à communiquer avec les uns avec les autres. Moi, je n'ai pas spécialement de bons souvenirs parce que quand tu es jeune, quand tu es le neveu du gérant du restaurant pour lequel tu travailles, quand il a le dos tourné, moi, les souvenirs que j'ai, c'est que ça m'a empêché de sortir avec des jeunes de mon âge durant l'adolescence, donc une période quand même assez critique, que les cuistots ou les serveurs en profitaient pour me tabasser dans les côtes de temps en temps. J'ai pas vraiment un souvenir dans lequel j'ai pu apprendre comment je vais dire, durant cette époque, des valeurs entrepreneuriales, pas du tout. Et c'est à mes 18 ans, effectivement, donc 2001, mon premier job étudiant où j'ai vendu des abonnements de journaux. Ça a été ma première expérience de la vente et par la suite, ça a été 10 ans de petit job à petit job. Donc, soit c'était de la restauration, soit ça a été finalement travailler dans la vente pure. Donc, j'ai pas baigné là-dedans. C'est pas venu naturellement comme beaucoup de coachs en vente ou de top vendeurs que j'ai rencontrés dans ma carrière. Beaucoup de ces coachs vendeurs ont commencé parce qu'ils ont travaillé dans le commerce de leurs parents ou un truc comme ça. Moi, j'ai pas vraiment l'impression que c'est comme ça que ça m'est venu, au contraire. Euh, Par contre, la passion, comment je vais dire ça? Par contre, la passion des questions sur qu'est-ce qui fait qu'on vend, qu'est-ce qui fait qu'on peut s'enrichir ou autre, ça, c'est venu à travers justement mon vécu. Donc, juste pour expliquer, donc à mes 14 ans, j'ai commencé à travailler dans les restaurants que gérait mon oncle. Euh, Chose qui n'est pas très légale, mais bon, soit juste entre nous, ok. Pour aider ma mère financièrement, donc j'étais un peu obligé. Et à l'époque, j'étais tellement frustré parce que je voyais bien qu'on était pauvres. En plus, j'étais dans une école, l'une des dernières écoles de jésuites, donc un peu bourge, fils de médecin, fils d'avocat dans ma classe. Et je voyais une telle différence. Et je me rappellerai toujours cette scène où c'était un mercredi où mon oncle m'a rappelé, donc après l'école. En Belgique, l'école finit à midi le mercredi. Et j'ai dû aller rejoindre le resto, remplacer quelqu'un et donc travailler au bar. Et je me rappelle, à un certain moment, tu as l'adulte au bar qui était avec moi qui me dit, il y a un monsieur, enfin, je ne vais pas citer de nom, mais il y a un certain monsieur qui est le grand patron en fait du restaurant, le propriétaire du restaurant qui vient ce midi. Et ok, et donc il vient et on me le montre un peu du doigt. Il s'installe avec sa famille, une belle femme, deux petits enfants. Enfin, c'était tout beau à voir. Et je me disais, il devait avoir un fils qui devait avoir presque le même âge que moi à l'époque. Et je me disais, mais c'est quoi son boulot à lui? Parce que dans ma tête, tu travailles, tu gagnes de l'argent en travaillant à l'usine ou quelque part, tu vois, j'avais 14 ou 15 ans à l'époque. Et il me dit, lui, il a des restaurants et son boulot, c'est il passe pour superviser, voir si tout va bien. Et c'est là que j'ai eu mon premier choc, entre guillemets, choc de classe. Je vais être un peu marxiste sur ce coup-là, mais j'ai eu un choc de classe dans lequel je me suis dit, mais c'est génial, moi je veux être comme lui, quoi. Tu vois, je veux dire, qu'est-ce qui fait que lui, il est là et que moi, je suis ici? Qu'est-ce qui fait que plus tard, je pourrais être à sa place? Et ça, pendant les quelques années qui ont suivi, ça m'a vraiment, ça m'a imprégné en mode, qu'est-ce qui fait que certains sont riches, d'autres sont pauvres? Vraiment, toutes ces questions-là, qu'est-ce qui fait que certains ont du succès, d'autres n'ont pas? Ça, vraiment, ça remplissait mon esprit au quotidien. Et quand j'ai commencé à travailler dans la vente, et un peu plus tard, donc après mon premier job, j'ai eu des expériences de la vente dans le télécom, dans le secteur bancaire, les assurances. Euh, Là aussi, je me demandais, parce que je voyais aussi que je voyais la vente, je voyais dans la vente, malgré que j'étais salarié à l'époque, je voyais la vente comme un moyen de pouvoir s'enrichir, parce que si tu sais comment faire des ventes, si tu crées ta propre entreprise, tu dois pouvoir faire des ventes et donc t'enrichir. Et je me demandais toujours, ces top vendeurs, comment est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font que tel vendeur sait vendre autant, aussi facilement? Qu'est-ce qui fait que tel commerce attire des clients rentrent parfois pour acheter des choses. Il y avait un commerce à Mons, moi je suis natif de Mons, et ils vendaient des manteaux à parfois 1 000 euros. Et moi je ne comprenais pas qu'on puisse acheter un manteau au prix d'un salaire. Enfin, à l'époque, bon, entre-temps, j'ai quelques manteaux qui sont plutôt sympas, mais à l'époque, pas du tout. Je ne comprenais pas ça.
Et je me demandais qu'est-ce qui fait que tel commerce peut amener des gens qui achètent ce genre de produits, comment est-ce qu'ils vont les trouver? Et au final, c'est devenu une obsession qui, avec le temps, avec la carrière, m'a permis de trouver des réponses et aujourd'hui d'avoir une expérience, une certaine méthodologie. Donc au final, je n'ai pas baigné dedans, mais les frustrations que j'ai eues ont, ont- ont été au centre de mon attention, ont créé un petit peu mon focus. Et, on va dire comme ça que la recherche de réponses est venue et que j'ai créé des méthodologies pour vendre plus, à travers l'expérience, et que j'ai pu me lancer comme indépendant dans la vente. Donc ça a été après 2014 et avoir certains succès, effectivement, développer des équipes de vente et puis entraîner des entrepreneurs. Donc voilà un petit peu mon parcours avec un petit peu plus de détails. Cadeau pour toi, ok? Mais entre nous, hein. Ah, merci, je ne savais pas tout ça, c'est super impressionnant et c'est génial. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, tu vois, la vente, elle est un peu au cœur de tout, en fait. Sans vente, on n'a rien. Et même quand on est entrepreneur, on a beau maîtriser parfaitement notre sujet, notre expertise, si au final on ne sait pas vendre, bah, ça fait pas de chiffre d'affaires, donc pas de revenus, et en soi, notre entreprise, elle n'est pas viable. Tout à fait. Quand je me suis lancé comme freelancer, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte, mais au final, on vend tout le temps. Parce que si que tu sois entrepreneur ou que tu travailles pour une société, tu dois vendre des produits de la société. Mais même si tu démarres une ONG, une association sans but lucratif, toujours est-il, tu dois vendre ton projet. Tu dois vendre toi si tu veux chercher un boulot. Et au final, on est toujours en train de vendre quelque chose. On est en train de se vendre soi-même, en train de vendre une idée, en train de vendre un projet. Si tu es avec des amis et que tu veux aller au restaurant, enfin pour l'instant ils sont fermés, mais tu veux aller au restaurant et que toi tu as envie d'aller chez l'italien et que les autres veulent aller au chinois, tu dois quand même vendre l'idée d'aller chez l'italien. Quand tu es en train de te disputer avec ta maman, je sais pas, hein, c'est un exemple comme ça, mais tu es en train de te disputer avec ta maman parce que tu veux sortir et qu'elle te laisse pas sortir, tu dois vendre l'idée de te laisser sortir. Au final, il y a toujours un aspect euh, d'échange, de conviction, de ce genre de choses. Alors certains disent manipulation, c'est un terme, ça peut rentrer dans le jeu, tout va dépendre aussi de son éthique et son, comment je vais dire, son niveau de... Mm. euh, La manière dont comment on on... voit la Voilà. manipulation. Ouais, il y a des personnes qui vont être plus manipulatrices que d'autres. Soit ça, je suis pas là pour juger, mais je pense qu'il y a l'aspect conviction, elle est partout. L'aspect échange, la société humaine n'aurait pas pu se développer s'il n'y avait pas eu des échanges entre certaines communautés. Donc oui, la vente, au final, la vente, c'est de la communication et la communication, elle est partout. Mm. Je te rejoins Donc, tout à fait sur ce que tu dis et c'est super intéressant parce que du coup, ça permet aussi de se dire que la vente, c'est pas forcément de l'argent derrière, tu vois, il y a pas, c'est pas forcément faire des ventes, c'est pas faire de l'argent nécessairement. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas que l'aspect financier à travers la vente, il y a aussi ton, ton, ton- ta possibilité d'aider des gens dépend aussi de ta possibilité à communiquer et au final, ça fait partie de la vente de toute façon. Mm. Mhm. C'est ça. Et j'aime, c'est marrant parce que j'échange quand même avec beaucoup d'entrepreneurs au quotidien et souvent la phrase qu'on me dit très souvent c'est je veux pas vendre parce que j'ai peur de déranger, tu vois, j'ai peur d'aller Mhm. vers les gens parce que justement je veux pas brusquer les gens et j'ai peur de déranger tout simplement. Et c'est marrant parce que souvent ça me fait sourire parce que je me suis retrouvée exactement dans la même situation à l'époque où je t'avais contacté. Et donc, je sais pertinemment ce que peuvent se dire ces personnes-là. Et en même temps, ça me frustre parce que je me dis, mais je ne sais pas quoi leur répondre à ces gens-là. Je suis passée par là, j'ai passé ce déclic-là, tu vois, mais je ne suis pas forcément à même de leur expliquer que non, tu ne vas pas déranger, que c'est pas... Mhm. qu'il faut passer outre cette peur-là, tu vois. Mhm. Qu'est-ce que tu répondrais du coup à ces personnes-là? Comment est-ce que tu...
C'est une très bonne question parce que ça rejoint finalement, essentiellement dans la prospection, tu as pas mal de peurs, tu as pas mal de barrières qui nous empêchent d'aller vers les autres, tu vois. Donc, essentiellement dans la partie prospection, c'est-à-dire quand tu dois engager une discussion avec quelqu'un qui est un inconnu ou quelqu'un à travers les réseaux sociaux. Et je peux tout à fait comprendre parce que personnellement, il faut savoir une chose, c'est que je ne suis pas né top vendeur. J'ai rencontré pas mal de top vendeurs qui ont l'art tu vois, ils t'appellent et tu as les bonnes intonations et c'est super éloquent de les écouter. Et d'un côté, si quelqu'un regarde la vidéo, il voit que parfois je manque d'éloquence d'une certaine manière. Je ne suis pas ce top vendeur-là. Et quand j'étais plus jeune, ben, dû peut-être à mon vécu, je manquais, en termes de manque de confiance, j'étais sans doute à un des plus hauts niveaux du manque de confiance en moi, essentiellement. Et donc, ces peurs-là, je les ai eues moi aussi. Très clairement, j'ai eu ces peurs de déranger quand je me rappelle dans certaines activités que j'ai eues, donc que je sois salarié ou pas, c'est clair et net que pour moi, le plus dur, ça a été de faire les premiers pas. Donc ça, c'était essentiellement avant. Et je pense que il y a plusieurs choses en fait qui rentrent dans ce contexte. Et souvent, on a peur de déranger parce qu'on ne sait pas comment approcher les gens sans les ennuyer, tout simplement. Deuxième chose, c'est essentiellement aussi par rapport à soi, ce sont des idées limitantes. C'est-à-dire, en final, on a peur de déranger, mais c'est parce que dans notre tête, on n'est même pas sûr, on n'est peut-être même pas aligné avec nos offres et on a peur de déranger parce qu'on est sans doute un peu nombriliste, on est centré sur euh, nos propres services ou notre propre vision en fait de la chose de notre côté, de notre point de vue. Voilà, c'est le terme que je cherchais, de notre point de vue. Je m'explique. Imaginons, donc moi j'aide essentiellement les prestataires de services digitaux. Donc, ça englobe les agences digitales et ce genre de choses. Donc, ça, c'est essentiellement, comment je vais dire, mon secteur d'activité, le genre d'entrepreneur que j'aide essentiellement. Vu que j'ai une agence, vu que j'ai essentiellement vendu des services moi-même. Et souvent, j'écoute des enregistrements. OK. Donc, lorsque j'ai un nouveau client, souvent j'écoute un petit peu des enregistrements pour voir ok comment est-ce qu'il il passe des appels déjà, comment est-ce qu'il ou je regarde des messages. Et souvent la plupart des messages sont tournés de cette manière-là. Je m'appelle Mario Ricardo, j'ai une agence digitale de XYZ, je fais ceci et cela. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Euh, Ok, mais là c'est normal que tu déranges parce que c'est qui la personne la plus importante pour toi? Ben, en règle générale, même si tu réponds ta maman, ton fils, ta fille, en règle générale, c'est par rapport à ce que toi, tu vas ressentir. C'est par rapport à ce que ta mère a fait pour toi. En gros, la personne la plus importante pour toi, c'est toi. La personne la plus importante pour moi, c'est moi. Donc, quand tu fais un pas vers un autre, ce que tu dois prendre en compte, c'est quoi son bénéfice à lui. C'est pour lui, la personne la plus importante, c'est lui. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Et donc, à la place de tourner un message sur soi et à la place d'avoir des peurs parce qu'on est nombriliste et parce qu'on pense, ah, j'ai besoin de vendre et donc j'ai besoin qu'il me donne de l'argent et je vais le déranger si je l'approche pour recevoir de l'argent de sa part, c'est pas comme ça que tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Quel est le bénéfice qu'il va avoir? Donc, plutôt dire, je m'appelle un tel, je fais ceci, je fais cela, j'ai une agence, appelez-moi, on en discute ou quoi, plutôt, tiens, dans votre activité, est-ce que vous avez vous aussi tel et tel problème? Est-ce que vous verriez un inconvénient si on les résout de telle et telle manière? Non, ah ben génial. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la discussion? En gros, là, c'est une toute autre approche, puisque c'est une approche qui est centrée vers l'autre personne, vers ses bénéfices ou la résolution de ses problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Tout à Et fait, je donc, comprends énormément, ouais. voilà. Et donc, effectivement, parfois, il faut voir, et par exemple, dans ton cas, si je peux me permettre de parler de toi, tu avais eu, si ma mémoire est bonne, tu avais eu plusieurs coachs en vente d'ailleurs avant moi. Tu avais, OK, J'avais discuté. eu 2 contacts, effectivement, oui. OK, et notamment un des contacts, je pense, tu avais dit d'augmenter tes prix, un truc comme ça. Et la première chose en discutant avec toi, la première chose, donc oui, je t'ai donné des méthodes pour reprendre contact avec tous les rendez-vous que tu avais ratés, je ne sais pas si tu te rappelles. Mais le plus important, c'était pas ça. Ça, effectivement, c'était peut-être. Parce que si tu avais été capable d'avoir des rendez-vous avant, tu aurais pu avoir des nouveaux rendez-vous avant. Donc, je t'ai juste donné une méthode, mais au final, ça vaut pour 20%. Mais les 80%, c'est quoi? C'est que tu n'étais pas au départ aligné, notamment avec le service que tu vendais et le prix auquel tu le vendais.
Donc, il y avait un trouble. Une fois qu'on a aligné ça, une fois qu'on a, et je pense que je suis sans doute l'un des seuls à penser à l'alignement d'abord, et ça fait partie de mon programme, c'est ce que j'appelle le triangle d'or, c'est-à-dire être aligné sur trois choses, toi, tes valeurs, l'activité que tu fais, donc voilà, ton client, l'avatar client, donc bien le connaître pour connaître en fait vers qui on s'adresse, savoir quels sont ses besoins et être aligné, donc c'est les trois points du triangle, être aligné avec son produit, son offre, et que son offre finalement soit adaptée à soi, mais également à son client aussi. Et ça, une fois que tu as cet alignement-là, tu sais quel bénéfice tu vas apporter à tes clients, et ça t'aide effectivement dans ta démarche parce que tu n'es plus tourné vers toi-même, tu es tourné vers les autres. C'est comme si tu vois quelqu'un dans la rue qui a du mal à marcher parce qu'il est tombé, il a la jambe pleine de sang. Est-ce que tu le dérangerais en lui proposant ton bras pour l'aider à se relever? Tu ne le dérangerais pas. Il en a besoin et tu es conscient qu'il en a besoin. Et ben, c'est la même chose finalement en termes de business. On a besoin de tes compétences sur LinkedIn. On a besoin de mes compétences. On a besoin des compétences de la plupart des personnes qui nous regardent. Elles peuvent aider des tas de personnes. Et effectivement, en étant alignées et en étant tournées sur le bénéfice qu'ils vont apporter, ben là, ça change une grande partie de l'état d'esprit. Et pour beaucoup de mes clients, ça enlève pas mal de barrières, effectivement. Donc, le plus important, c'est être tourné sur ce que l'on apporte à l'autre et sur les besoins que l'autre il a. Et il faut accepter aussi que, ben oui, il y a des personnes qui vont peut-être pas répondre positivement à nos messages. Ça fait partie du jeu, mais il ne faut pas le prendre de manière personnelle. Le hic, c'est qu'on prend souvent ce genre de choses de manière très, très personnelle. Donc, il y a une partie d'alignement et une partie de compétence sur que l'on, comment est-ce que l'on approche les gens. Donc, compétences en termes de communication. Et la troisième partie, c'est le fait qu'il y aura toujours des gens qui vont réagir négativement. Et ça, il faut juste pas le prendre positivement. Il faut juste surveiller que la proportion, elle ne dépasse pas les 10%. Si effectivement, tu as 20, 30, 40% de gens qui disent fichez-moi la paix, c'est que peut-être tu es dans un marché qui est trop, trop encombré. Et donc, ça te donne une information qui est importante, une information qui, en termes de business, est à prendre en compte. Voilà. Ouais. Donc le positionnement, tu vois, est pas forcément adapté effectivement au marché. Effectivement, si trop de personnes reçoivent, si tu as au-dessus de 10% de gens qui te répondent négativement, donc déjà qu'ils te répondent, c'est déjà pas mal, mais qui te répondent négativement, ça montre que on est à un niveau de conscientisation du marché tellement élevé qu'ils en ont marre d'être approchés. Et ça veut dire qu'on est dans un marché où là, c'est peut-être encombré. C'est-à-dire, il y a trop de personnes qui envoient. Donc, ça veut dire qu'il faut changer, peut-être pas changer ton offre, mais changer le canal sur lequel tu envoies ton message, la manière dont tu envoies ton message. Ça te donne aussi des informations sur le fait que tu dois peut-être pivoter certains Ouais, paramètres. ouais, exactement. Et c'est super intéressant que tu parles de l'alignement, effectivement, parce que pour moi, c'est tellement important, le fait d'être aligné avec soi déjà, avec son offre, et avec ce que tu proposes, et donc du coup avec la vente après. Et c'est vrai que en général, c'est une grande partie aussi, tu vois, de mon accompagnement, et Ouais, ça prend du ouais, temps. je me rappelle, enfin, je sais pas si je peux, si je Vas-y. peux partager ces petits, mais je me souviens, donc, tu avais démarré ton activité genre quasi depuis 2 mois. Tu n'avais pas spécialement fait de vente, Non, non, j'avais un pas tout. truc comme ça. Si ma mémoire est bonne, ça remonte à il y a quand même déjà plusieurs mois. Et on a discuté. Je t'ai dit, prends 2 jours pour réfléchir à ton activité. Donc, déjà, pour être aligné sur OK, sur voir un petit peu le chemin. Et après ça, bah, tu utilises telle et telle technique. OK. Et je me rappellerai la vidéo que tu m'avais envoyée en milieu de journée. Tu avais déjà fait plus de 3 000 € de chiffre d'affaires en une journée. 2 jours, ouais, Euh, après. Ouais, 2 jours après. Donc, une fois que tu t'es mise, je pense que tu étais monté à 3600 au final à la fin de la journée, un truc comme ça. Ouais, Ouais, je crois ouais, ouais. que c'est ça. Je me souviens plus du chiffre exact, mais c'est ça, ouais, ouais. Et quand tu es aligné, ce qui est bien, c'est que tout devient quasiment, tu vois, fluide. C'est-à-dire, ta prise de rendez-vous, ça a été fluide parce que 2 jours après, tu as eu ta journée remplie de rendez-vous.
ta vente est fluide parce que ça devient quasiment naturel. En même temps, tu n'as pas de problème à parler d'argent parce que tu es aligné aussi avec le prix, parce que c'est aussi une des choses que l'on a fait avec toi. Mais en même temps, tu vois, je veux dire, au bout de la journée, bah, ta journée, elle a coulé toute seule. Tu t'es fait quasiment 2 salaires en une journée, mais tout seul. Quand tu es aligné, finalement, les choses viennent quasiment tout seul et on rayonne et on est heureux parce qu'on est aligné avec soi. Et je me rappelle que cette vidéo, tu étais brightening, tu étais brillante. euh, non, mais ça joue beaucoup, Ouais, je en m'en effet. souviens. Et pour te raconter une petite anecdote, d'ailleurs, je crois que je te l'ai jamais raconté, mais mon tout premier appel, tout premier appel Ouais. de vente, ça a été une catastrophe, mais littéralement, hein. Ça a été une vraie catastrophe et même que je me souviens, moi à l'époque, j'avais une grande peur, c'était le téléphone. Tu vois, j'étais D'accord. terrorisée par le téléphone, j'osais pas, et même quand mon téléphone sonnait, hein, j'osais pas répondre. Et j'avais cette grande peur-là. Et je me souviens la première fois où j'ai dû appeler un prospect au téléphone, il décroche, j'ai raccroché. J'ai raccroché tout de suite, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien. Et puis bon, après, ben, un appel après l'autre, tu vois, ça s'est fait. Mais quand je repense à tout le chemin que j'ai parcouru, je me dis, waouh, moi, Mhm. c'est possible, c'est pas une fatalité. Ouais, voilà, il suffit bah, du travail, de la persévérance, c'est comme pour tout. Moi, là, je veux dire, souvent les premières fois que l'on fait un sport ou quelque chose, c'est toujours perturbant. Mais ah, ok, donc tu as raccroché directement. Ok, ouais, ça c'est comique. Mon C'est Dieu. comique, mais juste pour te dire, moi, ça m'est déjà arrivé aussi, hein. Faire des appels, ça sonne, et au bout de tu vois, au bout de deux rings, Ouais. deux sonneries, raccrocher. Euh, Moi, le téléphone, c'est aussi, pendant longtemps, ça a été une gageure. Parce qu'avec le téléphone, tu n'as pas tout un tas d'aspects du non-verbal. Et j'ai fait un beau closing il y a quelques semaines au téléphone, mais je dois avouer que, ne fût-ce que 3 ans en arrière, je pense que j'aurais jamais été capable de faire ce closing-là. Ne fût-ce que 3 ans en arrière, parce que le téléphone était pour moi quelque chose de très, très perturbant. Et donc, il y a quelques années, je me rappelle quand j'étais dans les terminaux de paiement, ça m'arrivait d'appeler et de raccrocher au bout de 2 sonneries parce que j'étais tout simplement pas prêt. Vraiment, pour le téléphone, j'ai besoin de me préparer. Même encore maintenant, j'ai besoin de me préparer. Pour faire du push-port, pas du tout. Pour faire des appels Zoom, pas du tout. Donc, tant qu'il y a le visuel, ça va. Mais si c'est juste au téléphone, j'ai besoin de me préparer parce que, effectivement, moi, dans mon cas, c'est stressant et donc je peux comprendre tout à fait que ce soit stressant pour n'importe qui. Mmh. Certains préfèrent le téléphone et ont du mal lorsqu'ils sont en face à face. Bon, moi, je comprends pas ça, mais voilà. Et On a je chacun nos forces et nos faiblesses, hein. clairement. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour te préparer, est-ce que tu as une routine avant un appel ou pas du tout? Alors, j'ai pas spécialement de routine, c'est intéressant. Euh, j'ai juste besoin d'être dans un cadre dans lequel, donc, d'une part, je vais procrastiner les appels au maximum, et donc c'est quand je suis vraiment obligé de le faire. Donc, euh, pour la petite histoire, j'ai un tellement bon niveau de prise de rendez-vous que je fais à peine quelques appels par mois. Donc, c'est pas des appels genre tous les jours. Je fais vraiment juste quelques appels par mois pour ce qui est de mon agence et ça me suffit amplement. Parce qu'en règle générale, 5 appels, c'est 3 rendez-vous pour moi. Donc, les proportions sont suffisantes pour faire une fois par mois des appels. Ça me suffit amplement. Mais donc, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir, bah oui, mon petit café, le cadre, le fait de me sentir vraiment, vraiment obligé de le faire. Euh, je prépare pas spécialement de script parce que c'est un script que je connais bien. Si maintenant je devais faire des appels à un nouveau secteur d'activité, là j'essaierais de prévoir un script et de le corriger en fonction des appels parce que tu as besoin effectivement du feedback de ton marché pour après optimiser ton message, ce qui est normal. Même s'il y a des règles à suivre, tu peux toujours optimiser peut-être l'argumentaire. Mais j'ai pas spécialement de routine. Euh, j'ai pas spécialement de routine. J'essaie d'avoir une routine matinale qui m'aide à me mettre en confiance pour le reste de la journée. C'est quelque chose que j'ai appris assez récemment, mais sinon, j'ai pas de routine juste avant de faire des appels. Euh, donc, à ce niveau-là, j'ai pas vraiment d'astuces, de petits hacks pour se sentir bien directement. Euh, les astuces, c'est les mêmes astuces que pour tout, hein. Être dans un endroit où on va pas être distrait,
supprimer les notifications, prévenir les membres de notre famille qu'on ne vienne pas nous déranger, si jamais, se sentir bien dans sa peau. Euh, une chose qui peut peut-être aider, je sais que certains de mes clients sont aidés comme ça, c'est écouter genre une musique de motivation, tu vois, Mmh. juste avant. Ouais. Ok. Ouais, c'est quelque chose que j'ai fait Ah plusieurs fois, ça. ouais, ouais ben ça te donne de l'énergie, un boost. Je Ouais. pense qu'on a chacun un petit peu nos propres recettes. Hmm. Moi, sur Spotify, j'ai une playlist qui s'appelle Playlist de la honte. Et donc, De la honte. j'ai plein de musiques, tu sais, que j'écoutais quand j'avais 14 15 ans et d'autres musiques, enfin, mais des musiques dont parfois j'ai honte d'écouter. Et je sais pas, ça me met dans une telle énergie positive en général que j'aime bien écouter ça, que ce soit le matin ou avant un rendez-vous. Ok, nickel. En général, ça Ouais, et me toi, met donc, une tu bonne appelles ça énergie. la playlist de la honte. C'est ça qui est comique. Tu vois. Ouais, ouais. Ok, genre c'est du Cabrel, du Aznavour et ça te Pas donne de l'énergie. forcément. Ouais, il y en a, je crois, mais pas forcément. Tu as des musiques des années 80, tu sais, que mes parents, ils écoutaient Ah, en d'accord. boucle. Mais ou des musiques que j'écoutais quand j'avais 10 ans, quoi. Ok. Ok. Il y a des musiques qui me stimulent énormément. Par exemple, j'ai découvert Waracles, Caprice notamment de Waracles, donc Worackls. Oracle, je ne sais pas si tu connais. Donc, la musique Caprice, par exemple, énorme. Mais moi, quand je commence à l'écouter, 2 heures après, je suis encore en train de l'écouter. Donc, ça, c'est un problème parce que je ne passe pas à l'action. Euh, mais intéressant. La playlist de la honte. Ok. Ok. C'est vrai. J'avais une question aussi, bah, ça va rejoindre aussi l'alignement par rapport au prix, mais souvent aussi, j'ai des personnes qui me disent, «Jusqu'à présent, j'ai toujours fait que du gratuit». Tu vois? J'ai Ah toujours ouais. fait que de l'offert, en fait, que du gratuit et j'ose pas facturer. Ah oui. J'ose pas proposer, en fait, mon offre et au final, du coup, ben, j'ai pas de chiffre d'affaires, je fais pas de vente et qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes-là? Là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu au cas par cas. Euh, mais souvent, on a des rêves nous-mêmes, tu vois. On a envie de réaliser certaines choses. Tu comprends ce que je veux dire? Mmh. Et il faut comprendre que pour réaliser ses rêves, pour atteindre ses objectifs qui ont un besoin financier, souvent, on a un objectif et c'est lié à un besoin financier. Genre, par exemple, ton objectif, c'est d'aller vivre, je sais pas moi, sur le Mmh. bord d'une plage. Ben, il y a Au sans Japon. doute Pardon? Au Japon, pour moi. Ah ben voilà, ok, très très bon choix, ça dit en passant. C'est pas donné le Japon, par exemple, tu vois, c'est sans doute pas donné. Ouais. Donc, il y a un objectif qui est financier, sans doute, et in fine, il faut savoir monétiser. Alors, euh, c'est bien de donner de la valeur, mais souvent, c'est toujours lié à un manque de confiance, hein. Je pense que quand on n'ose pas monétiser une de ses compétences. Et l'idée, enfin, justement, ça tombe bien parce que il y a à peine quelques semaines, c'était quand c'était après le premier, donc c'est vraiment tout récent. Je sais que j'en discutais avec quelqu'un et c'est pas plus mal alors de bien délimiter la partie gratuite que l'on donne. Je prends un exemple, avoir un groupe Facebook ou un groupe LinkedIn ou que sais-je, tu vois, une structure dans laquelle on va donner finalement gratuitement. Ça peut être des coachings groupés, ça peut être des lives, ce que tu fais par exemple, c'est très très bien. Et là, c'est une partie gratuite, c'est une partie de ton temps, de tes ressources, de ton savoir aussi que tu mets finalement à disposition de manière totalement gratuite. Il faut comprendre après que lorsque les gens ont besoin d'aller un peu plus loin et que tu peux les aider à avoir une transformation, ben, c'est logique que le temps que tu ne passes pas avec peut-être ta famille, avec les gens que tu aimes, ou bien sur des projets que tu aimes et qui peuvent te rapporter, c'est logique que ce temps-là doit être monétisé. Ça ne veut pas dire, parce que je sais qu'il y a une super tendance mode du high ticket. Je ne sais Mmh. pas si tu es déjà en OK. Et je me suis un peu immiscé dans plusieurs groupes à étiquettes Est-ce que tu peux juste expliquer, récemment. est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est? Parce que je pense qu'à mon avis, les personnes qui nous écoutent ne savent pas tous ce que Ok, c'est. je pense qu'il y a plusieurs définitions, mais en gros, le high ticket, c'est de pouvoir facturer très cher ses produits, ses services, plusieurs milliers d'euros
Et donc, il y a une mode aussi de pouvoir se positionner dans des services très, très chers. Et je me suis immiscé, entre guillemets, dans quelques groupes et gourous qui parlent de high ticket. Et j'ai compris qu'au final, leur idée, c'est quoi? C'est la loi des nombres. C'est-à-dire que sur 100 personnes, il y a bien au moins un qui va devenir client. Et donc, si tu factures 5 000 euros, ben, c'est bien ça, tu as juste à trouver deux gus et ça te fait tes 10 000 euros par mois. Et pour ce faire, pas besoin d'investir par exemple, toi, tu investis beaucoup de temps dans la création de contenu, dans le fait de donner de la valeur pour te positionner sans doute comme expert, mais également pour aider, parce que au plus tu aides des gens, même gratuitement, au plus tu aides une communauté, au plus finalement, ça te revient d'une manière ou d'une autre. Et c'est très, Et très bien puis, ce que tu tu te sens fais. aligné aussi. Et C'est en plus, tu te sens aligné, génial. Et moi, pareil, j'ai vraiment envie de mieux m'organiser pour donner plus, parce que je pense qu'en donnant, ben, ça va d'une certaine manière me revenir sur du long terme 3 fois plus. Mais souvent, les gens qui font du high ticket, tu vois, pas beaucoup de création de contenu. C'est absolument pas les techniques qu'on leur donne. C'est vraiment de la. En tout cas, dans les groupes dans lesquels je suis rentré, peut-être il y a d'autres, mais dans les groupes dans lesquels je suis rentré, c'est vraiment créer du contact, du contact. C'est la loi des nombres à l'état pur. Euh, donc, pourquoi je disais ça? Donc, il y a une grande tendance, une grande mode du high ticket, c'est-à-dire trouver juste un ou deux clients très chers et vendre très cher ces services. Je ne suis pas fan de ça. Parce que je trouve que déjà tout le monde ne sait pas le faire. Il y a des personnes qui ont très clairement un problème éthique de conscience, donc ils ne sont pas alignés avec ça. J'ai un peu perdu le fil de mon idée en parlant de high ticket. Donc, le problème, la discussion de base, c'était les gens qui ne savent pas passer à des services payants. Ouais, voilà. Et donc, il ne faut pas spécialement facturer super, super cher tes services directement. Tu peux avoir une partie gratuite que tu donnes à travers un groupe, à travers du contenu gratuit que tu donnes gratuitement. Et certaines personnes, notamment à travers tout le contenu que tu donnes, certaines personnes vont venir vers toi avec des questions, ce qui est normal. Et dans le tas, certaines personnes ont un problème qu'ils veulent vraiment résoudre et sur lequel ils vont avoir besoin de ton temps. Et tu peux effectivement monétiser ce temps-là. Ça ne veut pas dire que tu dois faire du high ticket et donc créer un problème d'alignement directement et facturer 5 000 euros à un Gus qui a besoin de toi. Non, tu peux commencer petit. Mais au fur et à mesure, et ça c'est un petit peu l'effet boule de neige, c'est que ton temps, vu qu'il n'est pas extensible, à un certain moment, il va falloir créer des offres, soit par exemple du coaching groupé, euh, donc c'est-à-dire les personnes pourront payer moins, mais vu qu'ils sont plus nombreux, ben, tu t'y retrouves, soit effectivement augmenter tes prix. Moi, j'ai augmenté 4 fois mes prix sur l'année 2020 parce que finalement, j'avais plus de demandes, tu vois. Je suis passé de 900 à 2, enfin, soit un plus. Ben, tout simplement parce que j'amène du résultat, mais j'ai aussi plus de demandes. Et donc, voilà, donc il y a un lien qui est fait. Et il faut se rappeler, c'est quoi nos rêves, finalement? C'est quoi nos objectifs? Et à un certain moment, on peut pas aider tout. C'est pas qu'on peut pas aider tout le monde, mais on doit aussi savoir s'aider soi-même, tu vois. J'ai pas vraiment de recette miracle parce que c'est vraiment au cas par cas, voir ce que la personne elle s'est donné gratuitement. Ça va vraiment dépendre du cas par cas, mais c'est bien de délimiter, de faire des offres. Quand tu rentres dans un magasin, quand tu as quelqu'un de ta famille, moi j'ai eu une tante qui a eu une boulangerie. Quand on allait là-bas et qu'on achetait notre pain sur place, elle, c'est de la marchandise, c'est normal qu'elle nous fasse payer le pain. Alors après, s'il reste deux, trois éclairs au caramel que de toute façon elle ne sait pas vendre parce que le lendemain ils seront, ben, qu'elle nous les donne. Ok, c'est normal, c'est une tante. Hein, ok, ou qu'elle prenne ses éclairs pour nous les servir durant le café parce qu'on vient la visiter, c'est normal. Mais d'une certaine manière, elle peut pas non plus offrir tout son stock de pain à tout le monde, sinon de quoi elle vit. Donc d'une certaine manière, c'est la même chose que n'importe quel boulanger. C'est tu dois monétiser des choses que tu donnes. Donc moi, je pars du principe quelque chose que je sais résoudre. Donc si quelqu'un vient vers moi et demande un rendez-vous ou commence à discuter avec moi, quelque chose que je sais résoudre là comme ça en une demi-heure dans un appel, je le résous. Si effectivement il a besoin d'un accompagnement, il y a plus de questions à répondre, ben, je lui fais une offre. Mais parce qu'à un certain moment, je ne peux pas accompagner, c'est je peux ça. pas prendre de mon temps parce que c'est du temps que je prends pour quelqu'un, même si ça me fait plaisir, attention, mais donc c'est du temps que je passe pas sur mes autres projets, avec ma famille, avec les gens que j'aime, avec.
Donc voilà quoi. Mmh. Et j'aime bien d'ailleurs que tu lis un peu ça, au rêve. Je trouve ça beau. Hein? C'est tellement important et enfin, pour moi, c'est quelque chose qui résonne beaucoup en tout cas en moi donc c'est Ok, beau. nickel. Mais je pense que c'est bien de faire les choses quand on les fait pour un objectif, tu vois, parce que sinon, Et si on n'a pas d'objectif, en fait, au final, on va nulle part. ben, c'est ça. Si on n'a pas d'objectif, on parle beaucoup d'entrepreneurs, hein. Toi, tu coaches aussi des entrepreneurs. Ton audience, c'est aussi des entrepreneurs comme mon audience. Et je pense que on se casserait pas la tête avec tous les challenges, à prendre toutes les responsabilités, contrairement à un salarié, si on n'avait pas un rêve quelque part, hein. Ouais, c'est ça et je sais qu'en général, je pense que pour la majorité, en tout cas, de mon audience, c'est surtout, créer une entreprise pour se libérer du temps aussi, tu vois? Et avoir aussi, le temps de réaliser ses rêves personnels, d'être en famille aussi, de prendre du temps Bien avec lui sûr, et c'est important, ouais, ouais. bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai Mais que toi, vas-y. Vas-y. non, je disais, c'est vrai que une entreprise, tu vois, c'est aussi fait pour faire du chiffre d'affaires. Tu peux pas avoir une entreprise et ne pas faire de chiffre d'affaires. Au final, ton entreprise, elle va couler. Donc c'est vrai que, souvent enfin moi, je suis partie du principe que je donne un maximum de valeur offerte, du coup, de façon gratuite. Mais c'est vrai qu'après les gens qui veulent aller plus loin, bon, ben, à un moment donné, il va falloir passer, à l'achat, quoi. D'office. Tu vois? Parce Mais que même moi, je peux pas passer, 10 heures avec une personne, au téléphone. À un moment donné, je suis limitée en temps, effectivement, comme tu dis. OK. Ouais, voilà, de toute façon, c'est normal. N'oublie pas qu'à partir du moment où quelqu'un prend de ton temps, c'est parce que tu es en train de résoudre un problème pour lui. Ouais. Donc, c'est logique aussi que même s'il y a, parce qu'il n'y a pas que l'argent, ils peuvent payer des tas d'autres. Moi, j'ai un de mes clients qui est un funnel builder, et ben, ok, fais-moi des tunnels alors, parce que c'est tout bête, hein, mais j'avais besoin de tunnels, ok, ben voilà, super, ça tombe bien. C'est un exemple, tu vois. J'ai eu une des premières personnes que j'ai accompagnées, ben, on a fait pas mal d'échanges de valeurs au final, mais pas monétaires. Oui. Il y a plusieurs manières de payer, tu vois. Donc, mais à un certain moment, effectivement, à partir du moment où tu règles le problème de quelqu'un, ben, tu es en droit, si ça t'a pris plus de 10 minutes ou plus d'une demi-heure, tout dépend. Donc, vu que dans nos business models, on a des appels, ça fait partie de notre business model d'avoir des appels avec les gens. Si en un appel, je peux régler son problème, merci, au revoir, et il parlera de moi à quelqu'un d'autre. Et parfois, on voit la forêt, mais on voit pas on voit l'arbre, mais on voit pas la forêt qu'il y a derrière. Donc, faut être cool avec tout le monde. Mais indépendamment de ça, euh, euh, quand quelqu'un a un problème qui est beaucoup plus pointu, qui va me demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'échanges de compétences, ben, effectivement, à un certain moment, faut faire une offre. Alors, c'est bien. Qu'est-ce qui aide? C'est qu'au préalable, qu'est-ce qui va aider à monétiser finalement ces compétences? C'est qu'au préalable, on puisse définir donc des offres claires. Parce que si tu as une offre claire, c'est comme si tu avais un catalogue. Donc, si tu as un catalogue et que tu es gêné de parler argent avec les gens, parce que peut-être c'est tes premiers pas dans l'entrepreneuriat, tu n'as jamais monétisé tes compétences, tu as toujours travaillé pour un patron, tu as du mal avec ça. Mais si tu as un catalogue, voilà, tel service ou telle prestation ou tel accompagnement, c'est autant, ben, d'une certaine manière, ça t'aide à dire, voilà, ça c'est le prix. Comme si tu travaillais dans un magasin et que tu as un de tes potes qui rentre dans ton magasin. Ah, tiens, c'est toi qui es là. Ah, génial. Bah, écoute, j'ai besoin de pain. Ok, bah, les prix sont là. Tu vois, c'est la même chose. Mmh. Euh, Si tu as un coiffeur indépendant ou si tu as un coiffeur salarié dans un salon, genre David, je sais pas, il y a quoi comme salon, David Lazange ou un truc comme ça, ben, Ouais. finalement, tu as un pote qui rentre. Ah, tiens, super, c'est toi qui vas me coiffer. Ok, génial, je veux une coupe de cheveux. Ok, ben, tu as le prix. Ça a beau être un pote, à part un café en plus, tu peux rien lui offrir en plus. Il est dans un magasin. Ben, c'est la même chose quand tu es indépendant. Au final, tu as des gens qui rentrent, qui sont peut-être tes amis, même peut-être des amis à toi. Oui, tu peux faire un geste, mais au final, ben, tu as un prix catalogue, Mmh. ça fait partie du jeu, tu vois. Et Ouais. ça peut aider effectivement. Donc le fait d'avoir des offres bien claires, avec des prix bien clairs, ça peut aider effectivement à monétiser, euh, et connaître aussi ce que fait la concurrence pour pouvoir être aligné. Et si on a un problème au niveau de la valeur argent, ben, parfois il faut commencer juste plus petit. Mon premier accompagnement, ça a été 200 € Mmh. sur un mois, tu vois. Je veux dire, c'est rien du tout. Tu vois? Ouais. Ouais.
Ouais. Ouais, tu as commencé même plus cher que moi, tu vois. Mais moi, mon premier accompagnement, ça a été 200 euros. Ok, au moins, ça m'a permis de tester sans avoir de problème de conscience. Mon second accompagnement a été à 600, puis 1000, puis 1000, enfin, soit, et puis ça a augmenté. Aujourd'hui, j'ai déjà facturé de très, très belles sommes parce qu'ils avaient des problèmes bien plus particuliers, parce qu'il y a une partie dans laquelle aussi moi, je dois mettre la main à la pâte. Euh, et au final, quand tu toujours penser à une chose, c'est que nous, on est encore dans le make money. Donc, c'est facile de facturer une certaine somme, sachant que les personnes sont censées récupérer 3 fois plus. Mais il y a également, si tu vas voir un psychologue ou un chirurgien ou quoi que ce soit, pour refaire ton nez, par exemple, si c'est pas remboursé par un mutuelle parce que c'est purement esthétique, si tu veux refaire ton nez, par exemple, ça va te coûter aussi et ça va rien te rapporter. Ouais. Techniquement, ça ne te rapporte rien, mais on va te le facturer super cher aussi, tu vois. Le médecin, il ne fait pas ça gratuitement. Euh, J'adore et cette, donc, même si on n'est pas... Pardon? j'adore cette comparaison. Ah, ok, bon. Non, je pensais à ça parce que j'ai une amie qui a refait son nez. Et j'ai même beaucoup d'amis qui ont refait leur nez, les oreilles ou ce genre de choses. Mais au final, vu que c'est esthétique, c'est pas remboursé par la mutuelle ou les seins ou les trucs comme ça. Et c'est quand même pas donné. C'est quand même pas un truc qui est donné. Et pourtant, ils le facturent. À partir du moment où tu résous un problème qui est profond pour la personne à qui tu le résous, ben, ça vaut son pesant d'or Mm. d'office. Il faut l'accepter. Et si tu as des rêves, ben, tu dois accepter de monétiser pour atteindre tes rêves, oui, bien sûr. Exactement, ouais. Ouais. Alors, j'ai une dernière question pour toi et après on passera. Si vous avez des questions d'ailleurs, vous qui nous regardez, vous pouvez les écrire dans le chat et puis je les lirai. Ah, Moi, une belle question technique. j'ai une dernière petite question, mais en fait, je viens juste d'y penser. Moi, un de mes focus en 2021 sur lesquels j'ai envie de travailler, c'est ma relation à l'argent. Hmm. Parce que bah, j'ai plus d'objectifs aujourd'hui, tu vois, mais qui dit plus d'objectifs financiers plus grands, bah, il faut aussi que je puisse travailler mon mindset lié à ça. Est-ce que tu as t'as des livres ou des conseils ou des trucs qu'on peut aller Hmm. regarder, lire, écouter pour travailler sa relation à l'argent un petit peu? C'est intéressant. Je pensais qu'on avait parlé plus de vente, mais finalement, c'est pure mindset. Euh, euh, comme je te l'ai dit, moi, j'étais franchement le roi, sans doute un numéro un en manque de confiance en moi. J'ai été salarié, j'étais souvent, même mon premier job étudiant où je vendais des abonnements de journaux, j'ai été 2 semaines d'affilée, j'ai été parmi les meilleurs et j'étais le seul à vendre un abonnement de journal qui s'appelle La Libre Belgique. C'était un peu l'équivalent du monde diplomatique, si tu veux, tu vois. Donc c'est une catégorie supérieure et j'étais le seul en Belgique à en vendre plusieurs, tu vois. Euh, euh, et pourtant, malgré tous les succès que j'ai eus, que ce soit dans mes jobs d'étudiant, que ce soit après, chez Citibank, par exemple, j'avais été dans le top 5 alors que je m'y attendais même pas du tout. Euh, sur 80, ça fait quand même pas mal. Et malgré tout ça, j'ai toujours eu beaucoup de manque de confiance. Donc, est-ce que je suis la personne adaptée pour parler de confiance? Il y a des choses qui m'ont aidé. Il y a des choses qui m'ont aidé, mais je pense que j'ai encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Par contre, si c'est sur le rapport à l'argent, je dois dire une chose, c'est que moi, mon rapport à l'argent, il a toujours été très toxique parce que je viens d'un milieu donc j'ai toujours été dépensier ou me mettre dans des situations où, où, où c'est problématique. Mais en avril 2017, quand j'ai dépassé les 10 000 euros par mois, pour moi, ça a été effectivement un game changer mental. Donc là, j'étais en freelance et ça faisait 2 ans que j'avais un partenariat avec Atos Worldline, mais donc les terminaux de paiement, mais j'osais pas. Tout simplement, j'osais pas. Je me sentais pas capable de réussir en tant qu'indépendant. Et au final, en septembre 2016, je me suis retrouvé dans une situation où je savais plus payer mon loyer. Et j'ai été obligé, au fait, tout simplement. Donc en novembre, je me suis dit, bon, ça y est, dans 6 mois, je fais 10 000 euros avec ça. Et j'ai commencé effectivement à me focuser sur la prospection, sur la vente, sur ces choses-là. Et en avril 2017, donc moins de 6 mois après, j'ai fait les 10 000 euros, j'ai facturé 10 800 euros, quelque chose comme ça. Et quand tu factures, moi qui n'avais jamais gagné plus de 2 098 euros chez American Express, donc c'était mon plus gros salaire. Euh,
Et quand j'ai atteint 10 000 € de facturation, très clairement, ça a changé mon rapport à l'argent parce que mes problèmes ont été totalement minimisés parce que je me dis, bon, c'est pas grave, je peux faire de l'argent, tu vois. Et au final, ça te rassure d'une certaine manière, ça te rassure d'une certaine. Il y a des livres qui m'ont aidé, mais je pense qu'à un certain moment, il faut passer à l'action et faut ressentir un petit peu le fait qu'on est capable, tu vois. Donc moi, il y a un livre, L'homme le plus riche de Babylone. Ah, C'est franchement. Tu connais? non, je connais pas, justement, je vais me le noter. Ah ok, il est écrit en ancien, genre comme si c'était une écriture un petit peu là, de l'ancien temps, mais c'est vraiment nickel, ça te permet d'apprendre à gérer finalement tes propres finances. Ça, c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Et on a beaucoup parlé des rêves, et moi, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré et que tu connais. Ce livre-là, tu le connais, c'est L'Alchimiste, tu vois, pour Alors, ce qui est de je ses sais rêves. pas. Tu Non, connais pas? Paulo Coelho? non. Ah bah, je vais me le Bon, noter. note-le. Et Paulo Coelho, l'alchimiste. Et ça, ce livre-là, donc c'est en fait c'est un genre de roman sur sa légende personnelle. Et ce livre-là m'a vraiment fait beaucoup réfléchir parce que pendant plusieurs mois, j'ai médité, mais c'est quoi ma propre légende personnelle? Et à un certain moment, ben, ça donne envie de passer à l'action, ça donne envie d'arrêter de se trouver des excuses et tout ça. Ça, c'est important. Ouais. Voilà. Mais comme tu dis, le passage à l'action est super important. Moi, je sais que, tu vois, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2018. Je sais pas si je te l'avais dit, mais j'ai procrastiné pendant 2 ans, un Hmm. an, un an et demi, allez, max. Ouais, pareil. Mais parce que je passais pas à l'action, tu vois. Et c'est vrai que le passage à Tout l'action à est fait. tellement important. Après, tu as l'effet boule de neige, tu vois. Quand tu commences à passer des petites actions, mais régulièrement, tu as un effet boule de neige, tu vois. Moi aussi, 2015, j'avais ce partenariat avec Atos Online. J'avais arrêté de travailler chez American Express, donc j'avais le chômage. Et finalement, je vais avouer, j'ai compté sur le chômage tranquille, tu vois. Je veux dire, ça te donne un coussin. Et ça, c'est le problème de nos pays, c'est qu'on a un tel coussin de sécurité que finalement, sortir de notre zone de confort, c'est presque inutile parfois, tu vois. Et c'est un gros problème, moi, je trouve, dans nos régions et même pour moi-même dans le passé. Donc, euh, j'avais lu, parce que à travers le marketing de réseau en 2013, j'avais commencé à lire pas mal de livres, développement personnel, gestion financière. Mais au final, tous ces livres-là, oui, m'ont donné un peu plus de force de conviction, mais c'est quand je suis passé à l'action et que j'ai vu de mes propres yeux mon propre résultat, euh, qu'il y a un autre niveau de croyance en soi, de confiance en soi qui est passé. Et donc, au final, accepter de faire des erreurs, et c'est vraiment pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. C'est clair. Ouais. Ouais, ça demande de sortir de sa zone de confort, comme tu dis, et de se mettre dans des situations assez inconfortables, mais au final, c'est là qu'on a les plus beaux résultats. C'est ça. C'est ça. Si tu passes suffisamment à l'action, parce que parfois, certains font un ou deux appels, ils n'ont pas de succès, ils arrêtent. Ah, c'est pas pour moi. Mais tu n'as passé que deux appels. Moi, j'ai eu deux clients, ils ont fait 300 appels. Pour l'une a eu un rendez-vous, l'autre a eu trois rendez-vous. Donc, 300 appels pour trois rendez-vous, c'est genre énorme. Bon, on a bien amélioré ça une fois qu'ils ont fait appel à moi, mais toujours est-il que c'est vraiment super intéressant. Là, au moins, ça te donne suffisamment, parce que 300 appels, là, tu sais qu'effectivement, il y a un problème et qu'il faut rectifier. Mais je trouve que moi, quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai fait 300 appels, j'y arrive pas, moi, ça me montre de la motivation Vraiment. géniale. Parce que 300 appels, bon, ça veut dire aussi que tu n'as pas réfléchi à peut-être euh, pivoter, parce qu'à certains moments, faut prendre les leçons un petit peu de nos actions. Donc, je pense que quand tu fais 30 appels, tu as déjà suffisamment pour optimiser certaines choses. Et là, effectivement, 300 appels et ça ne fonctionne pas, parce que, mais ça montre une telle motivation. Mais certains arrêtent au bout de 4-5 appels, mais tu n'as pas assez d'informations, tu vois, au bout de 4-5 appels. C'est peut-être juste une question de pas de chance. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir suffisamment d'actions pour pouvoir tirer après des leçons Ouais. réelles et de faire les optimisations qu'il faut. Exactement, ouais, et c'est valable pour tout, tu vois, sur LinkedIn, par exemple, quand on me dit j'ai partagé deux, trois articles, ça marche pas, c'est pas assez. Il n'y a pas assez de données là pour prendre Tout à des fait. décisions et tirer des conclusions de tout ça. Donc, ouais, Tout à fait. ouais, Tout tout à à fait. fait. Tout à fait. Ouais.
Non, il faut suffisamment de data, hein, c'est bien sûr. Et même oui, bien sûr, il y a des règles. La réciprocité, je sais pas moi, il y a des tas de règles, ce que j'appelle la jauge de bénéfices. Donc, quand tu approches quelqu'un, avoir une jauge. Donc, quand tu prospectes quelqu'un, donc une jauge en mode ce que tu viens proposer ou la solution au problème que tu viens proposer, ça ne doit pas être genre trop peu, trop insignifiant parce que la personne ne va pas donner suite, mais ça ne doit pas être trop beau pour être vrai non plus, tu vois. Donc, j'ai une jauge de bénéfices, par exemple. Donc, oui, effectivement, il y a des tas d'autres leçons que j'ai créées avec le temps, avec l'expérience. Et donc, oui, il y a euh, comment est-ce qu'on dit ça? Il y a des règles à suivre pour avoir un certain résultat. Mais indépendamment de ces règles-là, il te faut quand même de la donner si tu fais les choses dans ton coin pour optimiser et savoir se remettre en question, effectivement. Donc, ça, j'ai pris l'exemple des 300 appels, mais je pourrais aussi prendre le contre-exemple, c'est-à-dire ils ont été jusqu'à 300 appels et ils ne se sont pas remis en question une seule fois. Bon, il y a peut-être pas à attendre 300 appels pour se remettre en question, mais 4-5, c'est peut-être pas suffisant non plus. Ouais, exactement. Ah, il y a une personne qui demande quand monétiser et pourquoi. Il dit Hello, merci pour cette interview et ce sujet très important pour les entrepreneurs. Quand monétiser et pourquoi? Ok, donc bon, c'est un peu compliqué parce qu'il faut voir son business model et ce genre de choses, mais à partir du moment où elle répond à un problème, où elle apporte un bénéfice, elle peut déjà monétiser. Elle peut déjà. C'est pas un client, mais c'est un contact. Il a juste 18 ans et il monétise déjà. Je veux dire, il y a des gamins de 15 ans qui monétisent leurs vidéos sur YouTube de gamers, tu vois. Donc, quand monétiser, je veux dire, c'est surtout quand ne pas monétiser. Ce serait ça finalement la question intéressante. C'est quand est-ce qu'il ne faut pas monétiser. Comme j'ai dit, moi je ne monétise pas quand c'est un problème ponctuel que je peux répondre directement. J'aide, tu vois, tranquille, ça me fait plaisir. Donc là, je ne vais pas monétiser. Mm. Mais quand monétiser, j'ai envie de dire, au plus tôt tu monétises, au mieux c'est, enfin, je pense, parce que au plus tu sais, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois faire du high ticket tout de suite. Moi, je suis contre cette idée-là de vendre directement des services ou quelques heures de consultance à 5 000 euros, juste en te disant, ah, dans le tas, on trouvera bien une personne. Je trouve pas ça honnête, entre guillemets, ce genre de mentalité. Mais encore une fois, ça certaines personnes font comme ça et c'est très très bien. Mais toujours est-il, tu peux déjà monétiser des petites choses selon où tu en es. Donc, on a parlé d'alignement, selon la somme sur laquelle tu es aligné. Donc, quelqu'un qui te prend 1 heure de ton temps, par exemple, OK, c'est quoi pour toi? 1 heure, ça représente quoi pour toi? 1 heure de ton temps, tu vois? Donc, à partir du moment où tu es aligné avec une certaine somme pour répondre à un certain besoin, pourquoi pas monétiser? Effectivement, au plus tôt tu monétises, au plus tôt tu peux commencer ta carrière et n'oublions pas les effets cumulés de tes actions passées qui vont jouer euh, in fine. Je prends un exemple. Moi, la création de contenu, c'est pas du tout ma force, tu vois. Mais j'ai quand même investi du temps là-dedans. J'ai aussi investi le fait d'avoir un prestataire qui s'est occupé d'Instagram. Et ce mois-ci, on m'a demandé d'intervenir comme conférencier dans plusieurs événements. C'est l'effet cumulé de mes mois passés qui ont fait ça, tu vois. Parce que finalement, c'est des gens que je connais que à travers Instagram, à travers les réseaux qui m'ont approché. Euh, donc voilà, donc c'est les effets cumulés des actions passées qui jouent aujourd'hui, qui vont amener finalement des effets multiplicateurs. Donc c'est important de commencer au plus tôt. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Et ça me fait penser, quand, tu sais, quand je t'avais contacté à l'époque, c'est une question que Mhm, je m'étais posée effectivement à partir de quand est-ce qu'il faut que je commence à faire payer en soi mes services. mhm. Mais moi, à l'époque, j'avais un gros syndrome de l'imposteur aussi. Ah, ah, ah. Ah. Oui. Ouais, on a parlé d'alignement, mais on aurait pu dire syndrome de l'imposteur. En Oui, fait, ah, c'est hyper effectivement, lié. oui, c'est tout à fait lié, effectivement. Et souvent, c'est ça qui nous empêche de monétiser. Il faut savoir que beaucoup de gens cherchent gratuit. Et beaucoup de gens, et d'une certaine manière, à l'époque où on s'est connus, peut-être beaucoup de gens vont vers différents coachs parce qu'ils veulent la méthode magique. Et ces personnes-là, finalement, vont peut-être pas passer à l'action, vont pas t'amener de la valeur, ne fût-ce qu'en termes de reconnaissance.
ou en termes de témoignages ou ce genre de choses. Et monétiser, ça te permet également de trier entre les amateurs et ceux qui veulent vraiment passer à l'action et se professionnaliser. Donc, c'est important de monétiser aussi. Il y a Francis qui demande ta plus grave erreur. Ma plus grave erreur, à moi ou à toi, elle demande parce que Moi, je pense que c'est à nous deux. Après, moi, j'aurais du mal à répondre à cette question parce que les erreurs, je les vois pas vraiment comme des erreurs. Je sais Mais pas. moi, si, j'ai eu peur trop longtemps. Ah oui, ouais. J'ai manqué de confiance, le syndrome de l'imposteur notamment, trop longtemps. Il y a des tas de choses auxquelles j'aurais pu passer à l'action des années avant, je veux dire, réaliser mes rêves sans doute quelques années plus tôt. Et ça, je regrette. Je prends un exemple. Donc là, ici, je suis dans ma chambre parisienne. Je viens de Bruxelles à la base, mais j'étais amoureux de Paris depuis bien plus longtemps, depuis 10 ans au moins. J'aurais pu venir y habiter. J'avais même trouvé des super jobs. Et je suis persuadé que ça, parce que le networking est totalement différent. En Belgique, il y a le néerlandais et c'est un gros frein dans ma carrière, le fait de ne pas avoir maîtrisé le néerlandais. Il y a des abus un petit peu à cause de ça en Belgique. Et je pense que quand j'ai eu l'occasion en 2009 de venir vivre à Paris, en 2010 ou 2011, j'aurais dû le prendre. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur du changement. J'ai eu peur de plein de choses. Pourtant, j'avais un super poste pour Allianz qu'on avait même négocié. Donc, j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de contacts. Et là, depuis 3 4 mois où je me suis installé ici à Paris, ben, malgré le confinement, beaucoup de network, beaucoup de. Donc, je savais parfois, et ça, vraiment, si vous lisez le livre L'Alchimiste, vous le verrez, quand parfois tu as le sentiment que, tiens, il y a quelque chose vers une route, il y a une route, il y a quelque chose qui t'emmène là-bas, eh ben, faut pas retenir, tu vois, parfois. Quand tu as des portes qui s'ouvrent vers une direction, prends, parce que sans doute c'est pour t'amener quelque part. C'est l'univers qui veut t'amener quelque part. Et moi, en fait, je regrette d'avoir vu plusieurs portes s'ouvrir et d'avoir eu peur. Ouais. Déjà deux, ouais. Donc, Je te rejoins beaucoup là-dessus, effectivement. L'entrepreneuriat, tu vois, j'y pensais depuis des années. Moi, j'y pensais déjà quand j'étais au lycée. ah, Mais je me suis toujours dit, OK, Pauline, tu créeras ton entreprise, mais tu le feras à 30 ans. Tu le mm, feras, je sais pas, plus tard. Mais d'abord, je m'étais dit, ben d'abord, je vais créer ma petite carrière, tu vois. J'avais pour rêve de faire une carrière à l'international. Et d'ailleurs, j'avais un job tout tracé à Vancouver il y a un an. Mais j'avais toujours cette petite appel de l'entrepreneuriat qui m'appelait à côté. Et et c'est qui te vrai réussit très, très bien. oui. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je l'ai ignoré, tu vois, je l'ai mis de côté. Je me dis non, non, ce sera pour plus tard, ce sera pour plus tard. Ouais, C'est ça, il faut écouter la petite voix intérieure. Il ne faut oui, pas avoir peur. ouais, De toute façon, on n'a qu'une seule vie. Donc, autant, mais quelles que soient les erreurs, autant la vivre de la manière dont on kiffe le plus, tu vois. Moi, c'est ce que je me dis. Et c'est pour ça que je suis venu à Paris. Alors, forcément, je laisse une copine à Bruxelles, je laisse de la famille, mais je kiffe nettement mieux, tu vois. Vraiment, je regrette absolument pas ma décision. c'est bien. Il y a Sandra qui écrit, qui dit quand on débute, bon, ça va rejoindre ce qu'on s'est dit, mais quand on débute, comment justifier de ne pas faire un tarif bas? Ok, intéressant. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Ça dépend le marché sur lequel tu es, ça dépend de ton offre. Donc, ton offre, qu'est-ce que ton offre englobe? Qu'est-ce que ça apporte à la personne? Quel est le niveau de problème que tu résous? Et puis, ça dépend de toi. Donc, comme je l'ai dit, c'est un petit peu le fameux triangle d'or, c'est-à-dire toi, ton offre et ton client. Cet alignement-là. Donc, est-ce que tu vises des personnes qui savent payer 1500 balles quand dans leur tête, leur budget, c'est pas plus de 150 euros? Imaginons, tu vois. Inversement, est-ce que toi, tu es prête à facturer? Je te prends un exemple. Beaucoup de personnes ne sont pas alignées avec leur prix. Comme on a pris ton exemple à toi, je suis persuadé que quand tu donnais ton prix, parce qu'on t'avait conseillé de viser des prix hauts, tu as la gorge qui devient pâteuse, tu as tes cordes vocales qui restent étendues, donc tu as du mal à parler. En fait, c'est tout ton subconscient. Ouais, c'est ça. Alors, le tarif c'est 3000 euros. Exactement. Et très clairement, la personne qui est en face, son cerveau fonctionne très très bien. Le subconscient
calcule des millions d'informations à la seconde. Et en fait, toutes les choses conscientes que l'on a, c'est juste des sentiments qui sont à l'arrière du cerveau, qui passent dans le côté cognitif du cerveau qui maîtrise cette information à la fois et qui est juste rationalisé. Donc, ce sont des émotions qui sont rationalisées. Quand toi-même, en tant que vendeur, tu n'es pas aligné avec ton prix parce que tu sais que c'est trop cher, ou ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vendre 3 000 euros, mais peut-être tu n'es pas encore prêt à vendre à ces tarifs-là, tout simplement. Par exemple, toi-même, de 3 000 euros, tu es passé ta première prestation à 300. Moi, par exemple, avant de prester des trucs à plus de 2 000, 3 000 et même plus, mon premier accompagnement, ça a été 200 euros, tu vois, comme je l'ai dit. Donc, parfois, effectivement, tu dois commencer à un niveau où ton subconscient n'a pas de problème à donner le prix. Quitte aussi, moi, mes offres, elles ont aussi évolué. Je fais plus de choses maintenant que je faisais au début. C'est pour ça que l'offre rentre aussi en compte dans la tarification. Mais en même temps, mon expérience a grandi. Les choses que j'ai rajoutées dans mon offre, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait effectivement un besoin. Donc, d'office, ça joue sur la tarification. Mais au début, souvent, on a du mal à signer nos premiers clients parce qu'on n'est pas prêt à signer à ce prix-là, tout simplement parce que c'est nous qui ne sommes pas prêts, parce qu'on n'est pas aligné. Parce que quelqu'un qui n'a jamais gagné plus de 2 000 euros par mois, en travaillant 40 heures par semaine, prester un truc à 2 000 euros, un accompagnement, ou vendre une formation, par exemple, qu'il a préparée en ligne à 2 000 euros, alors qu'il ne va pas avoir à faire du travail, son cerveau n'est peut-être pas prêt. Pour 90% des gens, je suis persuadé, ils ne sont juste pas prêts. Et donc, c'est important que quitte à sous-pricer au début, tu le fasses à un tarif dans lequel tu vas te sentir aligné, dans lequel ta gorge ne va pas devenir pâteuse, des trucs comme ça. D'une part, il faut savoir que ton subconscient a aussi besoin de voir que c'est possible, mais en même temps de voir le résultat que tu apportes. Quand tu as tes premiers clients, quitte à avoir sous-pricé, le fait de leur apporter du résultat, ça va aussi te donner la conviction que tu vaux plus. Il y a ça aussi, il y a tout ça qui joue. Donc l'alignement, syndrome de l'imposteur, mais également tes propres expériences passées, euh, comment tu te sens vis-à-vis du prix quand tu dois énoncer le prix, parce que parfois sur papier tu dis ouais ça vaut bien 3 000 euros, mais quand tu dois l'énoncer, tu vois, s'il y a une lumière rouge qui s'allume et que ton cerveau ne sait pas justifier le fait qu'il y a un problème, de manière non verbale, donc la gorge pâteuse, le fait d'être bloqué, le fait de douter, tout ça finalement va se voir. Et l'autre personne, ton interlocuteur, ton client potentiel, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, son cerveau fonctionne aussi, et son cerveau va analyser ces informations non verbales que toi tu lui donnes, quitte à ce qu'il ne s'en rend pas conscient. Tout ça, c'est dans le subconscient, et dans son cerveau non verbal, il y a une lumière rouge qui va s'allumer en mode « Oula, il y a un problème, lui, il te ment là, il est en train de t'arnaquer quelque part, mais tu ne sais pas encore où, mais il est en train de t'arnaquer, donc il faut être suspicieux. » Et là, qu'est-ce que la personne va dire? Elle va te lancer des objections. Pourquoi? Parce qu'une objection, c'est quoi? C'est également un sentiment à l'arrière du cerveau qui est rationalisé par une question, donc une objection, tout simplement. Et au final, toi, ça risque de te déstabiliser d'avoir une objection parce que la première partie de la vente, dans laquelle tu as bien ciblé la problématique du client, au final, tu vas être perturbé parce qu'en toi-même, tu sais que tu n'es pas aligné avec ce prix-là. Donc, si quelqu'un te dit que c'est trop cher, ça peut être soit c'est pas le bon client, parce que si effectivement tes offres, c'est comme par exemple dans mon cas, j'ai eu un rendez-vous il y a quelques jours, et quand j'ai donné mes tarifs, c'est pas donné. Moi, tu t'imaginais, d'imaginer quoi? Enfin, je veux dire, bon, j'ai pas envie de donner des détails là sur le truc, mais effectivement, c'est pas quelqu'un qui vient d'Europe, il a pris un rendez-vous. Bon, c'est public, j'ai pris du temps, je l'ai aidé, comme je l'ai dit, je l'ai aidé sur les problèmes ponctuels, j'ai pu l'aider, mais après, voilà. Donc, il me demande les tarifs, il insiste pour avoir les tarifs, je voulais pas lui donner, je lui donne mes tarifs, je veux bien, mais je veux dire, donc lui, par rapport aux tarifs que lui, il avait, bon, ben, je fais pas grand-chose. Je veux dire, je peux pas faire de miracle. Euh, donc, c'est pas, je savais que ce client-là n'était pas qualifié pour mes offres. Donc, il faut voir aussi si ton client, il est qualifié pour ton offre, forcément. Donc, qu'il a le pouvoir d'achat et qu'il a l'envie, finalement aussi, le besoin de tes services. Et après, il faut voir toi-même, c'est-à-dire comment tu te sens vis-à-vis de ce prix-là. Parce que si tu démarres, peut-être toi-même, tu vas manquer d'alignement vis-à-vis de pricer cher. Donc, faire cher au début, pas forcément. Maintenant, si le client il est qualifié,
que toi, tu es à l'aise avec ton prix, mais que tu n'as juste pas d'expérience, pas de track record, alors ce que tu peux faire si la question c'est comment signer quand on n'a pas de track record parce qu'on démarre, là, alors, c'est faire ce qu'on appelle des garanties inversées. Je ne sais pas si tu dois connaître. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre une partie du risque. Par exemple, c'est bien simple. Un exemple de garantie inversée, c'est si tu n'obtiens pas tel et tel résultat, je te rembourse. C'est remboursé 100%. Tu vois? Tout dépend le business model dans lequel tu es, tout dépend le marché, les services que tu vends, mais faire en fait des garanties inversées au début. Vu qu'au début, tu n'es pas connu, tu n'as pas de track record, donc d'office, c'est difficile de gagner de la confiance. Tu peux gagner la confiance sans baisser tes prix. Si tu es prêt à facturer un certain montant, tu peux justifier ces prix avec une garantie inversée, tout simplement. Ouais, super bonne idée, ouais. Et c'est bien parce que j'adore parce que ça rejoint énormément, du coup, tu sais, un peu l'état d'esprit dans lequel j'ai créé mon podcast. Tu dois être bien dans ta tête et tu dois être aligné avec ce que tu fais pour être bien dans ton business. D'office. Et pour moi, l'alignement et le fait d'être, l'état d'esprit et le fait d'être aligné est primordial quand on est entrepreneur. Oui, oui, d'office. Ouais. D'office. Et toi-même, tu l'as remarqué, parce qu'une Ouais. fois qu'on t'a aligné avec toi-même, tu es passé à 2 salaires en une journée. Donc, effectivement, ça change quelque chose, hein. Non, Ouais. c'est clair. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Bon, bah, c'est top. Franchement, c'est génial, de vraies pépites que tu nous as données là Ah ben, aujourd'hui. tant mieux. Tant mieux. Moi, je m'attendais à des questions plus techniques, là. Finalement, ça a été du mindset financier. C'est comique. Ouais, Ça m'a fait plaisir, en tout cas. moi aussi, ouais. Mais j'aime bien, tu sais, tout ce qui est lié au mindset, moi. Donc, c'est vrai que ça prend un petit peu cette tournure-là. Mais... Non, mais cool. C'est des beaux challenges pour moi. Je suis pas habitué à discuter de ça. Souvent, quand on me demande, c'est très technique sur la prospection. D'ailleurs, ça se voit dans mon contenu. Parfois, je suis trop technique et ça m'ennuie un petit peu. Donc, mais super. Moi, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Je te remercie beaucoup pour euh, cet échange. Bah, merci. Donc, comme quoi, il faut être à l'aise avec la vente et c'est pas que de l'argent. La vente, elle est partout. Tout à fait. Tout à fait. Et en tout cas, écoute, ton audience, enfin, moi, je te suis, hein, et on en a discuté. Je suis même venu vers toi pour quelques conseils. Moi, je trouve ça vraiment top. On sent ta personnalité dans ce que tu publies, mais beaucoup de valeur. Moi, j'apprends beaucoup avec toi. Donc, vraiment, continue comme ça. Et tu as trouvé ta voie. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Bon, Je du t'en coup, prie. où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup? Dis-moi. Me retrouver sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Mm. Je suis surtout sur Facebook et j'ai un groupe également donc sur Facebook, les As de la vente. Et donc voilà, donc là on peut me retrouver vraiment plus facilement. Super. Mario Ricardo Rushito pour ceux qui veulent en savoir plus. Parfait. Bon, bah, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce petit live et que ça vous aura aidé en tout cas dans votre vente et dans votre mindset. Et puis je suis ravie du coup d'avoir pu faire ce live avec toi. Moi aussi, ça m'a Voilà. fait plaisir que tu me le demandes. Je vous souhaite du coup à tous une belle journée. On va s'arrêter là. Et puis du coup, je vous dis à très vite sur LinkedIn. Bye bye. Bye bye à tous. Et voilà, l'interview est terminée. Donc, comme vous avez pu l'écouter, des pépites, vraiment des pépites. J'ai été ravie d'accueillir Mario sur cette première interview et j'espère en tout cas que vous avez appris énormément de choses. Donc comme vous avez pu le comprendre, la vente est véritablement présente partout, elle n'est pas que monétaire et quand on vend, il y a une question d'alignement à avoir. Il faut avoir un alignement avec notre offre, avec nos prix, avec notre avatar et tous ces points-là dont Mario vous a parlé. Et surtout, faites-vous vraiment le plus beau des cadeaux en 2021. Passez à l'action, passez massivement à l'action et ce n'est que comme ça que vous aurez des résultats. Vous aurez peut-être pas un oui du premier coup et même sûrement pas, mais au moins à chaque non que vous aurez, ça vous rapprochera d'un oui. Donc allez-y, foncez et si personne ne vous l'a encore dit aujourd'hui, vous êtes génial et vous avez déjà toutes les clés pour y arriver.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça aidera grandement le podcast à se faire connaître. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.